Une jeune femme s'arrête au bord d'une autoroute fréquentée de Californie et disparaît à jamais. Les recherches pour la retrouver se poursuivent pendant plus de 3 ans. Cependant, les pistes s'épuisent. C'est pourquoi les médecins légistes ont besoin de nouvelles techniques pour résoudre cette affaire. Au beau milieu d'une carrière prometteuse de danseuse, Tracy Joshine quitte soudain l'école et disparaît peu de temps après. 12 ans plus tard, les débris d'un vieux réfrigérateur permettent de rouvrir l'affaire qui avait été classée. Bonjour, merci de nous être fidèles pour suivre en ma compagnie ce nouvel épisode de vos enquêtes impossibles. En Californie, une jeune femme semble bénie des dieux. Elle est jeune, séduisante, en bonne santé. Mais un soir, sans que rien ne puisse l'annoncer, l'avenir radieux qui s'ouvrait devant elle vire brusquement au cauchemar. Denise Huber, 23 ans, vit avec ses parents à Newport Beach, une banlieue riche de Los Angeles, en Californie. Elle venait juste d'être diplômée. Je pense qu'elle voulait en profiter un peu avant de trouver un emploi stable. Denise travaille comme serveuse. Elle est également vendeuse à mi-temps chez Bloomingdale's. Elle était très confiante. Elle me disait « Ne t'inquiète pas, papa. Je ne crains rien, personne ne va me faire de mal. » Cette belle brune aux yeux bleus d'1,75 m n'a aucune difficulté à trouver des petits amis. Son petit ami au moment des faits est Steve Horrocks. C'est une personne aimable et ouverte qui aime s'amuser. Ma fille disait toujours que Steve était vraiment amusant et qu'il la faisait rire. Nous sommes le dimanche 2 juin 1991 au soir. Steve et Denise ont prévu d'aller au concert du groupe de rock Morrissey à Inglewood. Cependant, à la dernière minute, Steve est retenu à son travail. Denise est déçue, mais résolue à y aller. Elle demande donc à Robert Calver, un ami, de l'accompagner. Elle m'a averti qu'elle reviendrait tard. Je lui ai dit « Ne rentre pas trop tard, je vais m'inquiéter si tu n'es pas à l'heure. » Elle m'a répondu « Mais non, tout ira bien. » Le soir de sa disparition, nous regardions la télévision avec ma femme. Et notre fille a passé sa tête par la porte pour nous dire avec son beau sourire « Au revoir, je vous aime. » Après le concert, Denise et Robert vont boire un verre au El Paso, où elles rencontrent une vieille connaissance que nous appellerons Ross. Ross était tombé amoureux d'elle dans le passé. Cette nuit-là, il a demandé à Denise de partir avec lui pour aller à son domicile. Mais elle a décliné sa proposition. Denise et Robert quittent le restaurant vers 1 h du matin et Denise dépose Robert devant chez lui. Ils n'ont échangé aucun baiser. Elle l'a déposé et il est rentré chez lui. Puis elle a pris le chemin du retour. Robert est la dernière personne à avoir vu Denise Huber. Le lendemain matin, quand on s'est aperçu qu'elle n'était pas rentrée, on s'est évidemment inquiété. On ne surveillait pas non plus notre fille, elle avait 23 ans, elle était adulte. De plus, on lui faisait totalement confiance. Sa voiture est retrouvée abandonnée au bord de l'autoroute de Costa Mesa, à environ 5 km de chez elle. Un des pneus est à plat. Rien ne semblait s'être passé dans la voiture. Elle était garée entre 2 bornes d'urgence qui n'ont d'ailleurs pas été utilisées cette nuit-là. J'étais certaine qu'il était arrivé quelque chose de terrible à Denise. Ce n'était pas le genre de personne à disparaître sans rien dire. La police de Costa Mesa envoie des enquêteurs sur les lieux. L'intérieur de la voiture semblait intact. Il n'y avait aucune trace de sang, aucune vitre n'avait été brisée. La voiture n'avait pas l'air d'être endommagée. Son portefeuille et ses chaussures avaient disparu. Les feux de détresse étaient allumés. La voiture était sans doute tombée en panne. Et elle en était sortie pour aller chercher de l'aide. Les chiens policiers détectent une odeur sur le bord de l'autoroute, mais en perdent rapidement la trace. La police interroge ensuite les habitants des quartiers voisins de l'autoroute. Seulement, personne ne l'a vu. J'avais moins peur de ma propre mort que de ce qu'il aurait pu arriver à Denise. Je redoutais tellement d'apprendre une terrible nouvelle. Je l'aimais tellement.
La police examine l'intérieur de la voiture de Denise, mais ne retrouve aucune empreinte digitale étrangère. Un examen du pneu à plat révèle que personne ne l'a trafiqué. Comme le pneu était mal gonflé, il a éclaté. Il a chauffé et la paroi latérale du pneu n'a pas tenu. Les preuves physiques sont peu concluantes. La police interroge donc la dernière personne à avoir vu Denise le soir de sa disparition. Il s'agit de Robert Calver. Robert aurait très bien pu être amoureux d'elle et être contrarié, car Denise refusait d'avoir une relation amoureuse avec lui. La police enquête également sur la relation de Denise avec Steve Horrocks, son petit ami. Il devait l'accompagner au concert, mais s'est décommandé à la dernière minute. Steve Horrocks s'est montré très coopératif. Il était prêt à nous fournir toutes les informations dont nous avions besoin. La police interroge également Ross, la vieille connaissance que Denise a rencontrée ce soir-là au El Paso. Ross s'est trouvé un alibi pour prouver qu'il ne l'avait pas suivi après qu'elle ait déposé Robert chez lui. Je n'ai jamais perdu espoir de la retrouver vivante. Nous avons même pensé qu'elle avait peut-être un autre petit ami que ses parents ne connaissaient pas, qu'ils avaient quitté la ville, l'État, qu'ils avaient fui ensemble. Au point où nous sommes arrivés dans cette enquête, 3 hommes peuvent être directement liés à la disparition de Denise Hubert. Steve Horrocks, son petit ami. Robert Calver, celui qui l'a accompagné à la soirée et qui est le dernier à l'avoir vu. Et Ross, un garçon que la jeune femme a rencontré dans le bar et qui, après avoir été conduit quelques mois plus tôt, a essayé à nouveau de la séduire. Une seconde hypothèse est encore possible. Denise aurait fait la connaissance d'un 4e homme avec lequel elle aurait choisi de disparaître sans avertir ses parents. Les enquêteurs et la famille de Denise recherchent désespérément des pistes et se tournent vers les médias. Il fallait que l'on fasse publier la photo et l'histoire de notre fille. Les médias ont vraiment été formidables. À chaque fois que nous avions un nouvel élément, ils répondaient présents et ils le publiaient. On avait l'impression que la communauté considérait Denise comme sa fille. Nous avons confectionné des boutons avec dessus la photo de Denise et l'inscription « Priez pour Denise ». Toutes nos unités portaient des autocollants que l'on pouvait se procurer dans tout le quartier. Nous avons également accroché une banderole sur l'autoroute. Grâce aux médias, la police reçoit des centaines de renseignements. La plupart ont l'air sérieux, d'autres non. Des voyants nous ont contactés, mais ils ne savaient absolument rien. C'était des balivernes. Ils n'ont apporté aucune information dans cette affaire. Des cinglés se sont manifestés. Des personnes ont également essayé de nous soutirer de l'argent. La famille Hubert vit un calvaire pendant plus de 3 ans. Elle attend d'avoir des nouvelles ou quelconque information concernant leur fille. Il y a une chose dont je me souviendrai toujours. Linda Geisler, chargée de l'enquête, nous appelait et nous disait « C'est fini pour aujourd'hui, il n'y aura plus de coups de téléphone. Nous parlerons demain. » Nous attendions en effet que le téléphone sonne. Et chaque fois qu'il sonnait, nous nous levions d'un bond, pensant qu'il s'agissait là d'un coup de fil décisif. Linda prenait toujours contact avec nous, et nous avons vraiment apprécié qu'elle le fasse. À 560 km de là, un homme vivant dans une banlieue aisée de Phoenix, en Arizona, contacte la police locale. Quelque chose de louche se trame dans l'allée de son voisin. Un camion immatriculé en Californie y est garé. Une rallonge électrique sort de l'arrière du camion. Le voisin affirme qu'elle est branchée sur une prise située sur le côté de la maison. À l'intérieur du camion, quelque chose semble fonctionner 24 heures sur 24. Une recherche sur le camion révèle qu'il a été volé en Californie. La police retrouve un congélateur de taille industrielle à l'arrière du camion. Nous avons trouvé un grand sac poubelle noir dans le congélateur. Après l'avoir touché, nous pensions qu'il s'agissait d'un bras appartenant à une personne.
Je me souviens avoir vu 2 bras ramenés au-dessus de la tête et des mains menottées. J'ai également vu une bague. Cette vision m'a réellement choqué. Ce camion volé, qui contenait un congélateur avec à l'intérieur un corps, est resté garé pendant 1 an sur la propriété de John Famularo, 39 ans. Homme à tout faire et peintre. Monsieur Famularo était très calme et très poli. Il n'avait pas grand-chose à nous dire. Il affichait une sorte d'indifférence face à toute cette affaire. Le corps est envoyé au bureau du médecin légiste du comté de Maricopa. Le docteur Anne Buchholz se charge de l'autopsie. Nous avions vraisemblablement affaire à un homicide ou à une tentative de dissimulation d'un corps. Tout portait à croire qu'il s'agissait d'un homicide vu les efforts fournis pour cacher le crime. La victime était une femme. Elle portait des bijoux de femme et avait de longs ongles. Les menottes étaient bien visibles. Par contre, on n'arrivait pas à distinguer de vêtements. Elle paraissait être nue. L'autopsie médico-légale requiert de la part du praticien qui l'exécute beaucoup de soins et une très grande expérience, car des erreurs d'appréciation sur les causes réelles du décès peuvent déboucher sur environ 20% de diagnostics erronés. C'est pourquoi, sans doute en 10 ans aux États-Unis, le taux d'autopsie réalisé sur des cadavres dont la mort était suspecte a chuté de 17 à 11%. La décongélation d'un corps entraîne une rapide décomposition des organes et des tissus. Dans ce cas, il importe au médecin légiste de pratiquer l'autopsie le plus rapidement possible avant que les indices ne disparaissent. C'est à quoi s'emploie, sans tarder, le docteur Anne Buchholz. Une décongélation du corps entraîne une rapide décomposition. Le docteur Buchholz doit donc réunir les preuves au plus vite pour éviter de les perdre à jamais. À l'aide d'un scalpel propre, j'ai gratté le corps pour récupérer dans des fioles des fluides. Je me suis dit qu'au moins, j'avais pu prendre des échantillons. J'ai vraiment eu de la chance de pouvoir prélever du sperme sur une femme restée congelée pendant 3 ans. Le docteur Buchholz retire les menottes et fait lentement décongeler les mains. Une peau congelée garde sa régularité et reste intacte jusqu'à ce qu'elle commence à perdre de l'eau. La peau commence alors à se flétrir, même à l'extrémité des doigts. La décongélation du corps débute en fait à cet endroit. Nous avons pris toutes les empreintes le jour même. On a pressé l'extrémité des doigts sur une fiche dactyloscopique, comme s'il s'agissait d'une personne en état d'arrestation. La technique est identique. Les empreintes de la victime sont saisies dans la base de données informatiques des personnes portées disparues. Le nom de la victime apparaît immédiatement. Il s'agit de Denise Hubert, portée disparue depuis 3 ans. Les médecins légistes ont pu prendre les empreintes digitales. Je ne pensais pas que c'était possible. Je n'aurais jamais cru que l'on obtiendrait ce genre de preuves 3 ans après sa mort. Vous savez, on ressent un vide immense envahir son cœur à l'annonce de la mort de sa fille. Cette douleur ne disparaît jamais. Elle s'atténue légèrement, mais la blessure ne se referme jamais complètement. Pendant ce temps, John Famularo refuse d'expliquer pourquoi le corps de Denise se trouvait dans son congélateur à 560 km de l'endroit où elle a disparu. La police fouille donc le domicile de Famularo ainsi que celui de sa mère qui habite la maison voisine. Elle était assez surprise que l'on fouille sa maison. Elle ne savait pas si son fils avait des petites amies, et si oui, comment elle s'appelait. Elle s'est en fait assise sur une chaise de jardin, de l'autre côté de la rue, et nous a regardé travailler pendant des jours. La police trouve une boîte portant l'inscription Noël sur une étagère du garage de Famularo. Les vêtements tachés de sang de Denise, son permis de conduire et ses chaussures à talons se trouvent à l'intérieur.
Les chaussures ont des éraflures et sont abîmées, comme si Denise avait été traînée sur le goudron de l'autoroute. La police retrouve des facturettes de cartes de crédit, prouvant que Famularo a acheté le congélateur quelques jours après la disparition de Denise. Elle découvre également des vêtements tachés de sang appartenant à John Famularo. La police ne savait pas s'il s'agissait du sang de Denise, d'une autre personne, d'un mélange ou du sang de Famularo. Il lui fallait donc un échantillon du sang de Denise. Comme nous n'en avions pas, nous avons envoyé de la moelle osseuse. L'ADN extrait de la moelle osseuse de Denise Huber correspond à l'ADN du sang retrouvé sur les vêtements de Famularo. La police trouve un uniforme de policier et un cachot dans le sous-sol de la maison de Famularo. Tous ces éléments indiquaient qu'il était capable d'un tel acte. Il n'était pas la personne modérée que j'avais interrogée. Il avait ce côté extrêmement violent et obscur. C'est devenu de plus en plus évident à mesure que nous progressions dans l'affaire. Nous avons parlé à certaines de ses petites amies. L'une d'elles nous a confié qu'il avait des fantasmes sexuels étranges. Une autre nous a raconté qu'il l'avait menottée et exhibée nue devant une fenêtre ouverte. Les preuves incriminent Famularo dans la disparition et la mort de Denise Huber. Elle n'explique cependant pas comment elle est morte. Nous avons retiré les 2 ou 3 sacs plastiques noirs recouvrant le corps. Il y avait également à l'intérieur de ces sacs d'autres sacs plastiques blancs plus petits dissimulant la tête. Nous les avons enlevés pour faire dégeler le corps. Nous avons trouvé une sorte de bâillon sur son visage et sa bouche. C'était un morceau de ruban adhésif qui avait été collé sur sa lèvre supérieure et son nez. Le docteur Buchholz découvre que le crâne de Denise présente de graves traumatismes. Le docteur Laura Gulginiti, anthropologue experte en médecine légale, est chargée de reconstituer le crâne pour des examens plus approfondis. J'ai remarqué 2 types de blessures différentes. Ceci signifiait que 2 armes différentes avaient été utilisées. Il y avait également des petits morceaux de plastique logés dans les fractures. On a ainsi pu déterminer que les sacs étaient déjà en place quand elle a reçu les coups à la tête. Le docteur Gulginiti conclut que Denise a été frappée 31 fois. C'est terrifiant. Si je commence à réfléchir à ce qu'elle a dû endurer sur le bord de l'autoroute, je suis paralysée et je ne peux pas travailler. J'essaie donc de ne pas y penser jusqu'à ce que mon travail soit accompli. Il faut que je me concentre sur ma tâche. Je dois assembler les pièces du puzzle et interpréter ce puzzle. Puis je peux rentrer chez moi et pleurer. La police pouvait-elle espérer réunir autant de preuves à charge contre John Famularo? Je les récapitule brièvement à votre attention. Le corps de Denise a été retrouvé dans un congélateur acheté par le suspect quelques jours avant sa mort. Ce congélateur était entreposé à l'arrière d'un camion volé par Famularo en Californie. Le permis de conduire, des chaussures et des vêtements tachés du sang de la victime ont été retrouvés dans son garage. Et enfin, dernier indice irréfutable, le sperme retrouvé sur le cadavre de Denise, congelé et miraculeusement conservé, correspond à la signature ADN du suspect. Le sperme retrouvé sur les vêtements de Denise correspond au profil ADN de Famularo. Elle était innocente et ça aurait pu arriver à n'importe qui. Vous auriez pu être la victime. Ça aurait pu être votre sœur, votre amie, et c'est ce qui est effrayant. Quand on se rend compte de cette possibilité, on subit un réel choc émotionnel. Pour être honnête avec vous, à l'avenir, je n'autoriserai personne à m'aider en cas de panne sur une autoroute. La police découvre également que John Famularo travaillait à Newport Beach, en Californie, au moment de la disparition de Denise. Il avait loué la partie avant de cet entrepôt pour monter son affaire de peinture. Nous avons interrogé les personnes qui ont loué cette partie de l'entrepôt après lui. Nous voulions savoir dans quel état il l'avait laissé.
Elles nous ont montré un endroit dans un coin. Il y avait une grosse tache marron qu'elles ont fait partir d'un coup de jet d'eau. Nous nous sommes dit que c'était peut-être du sang, car quand il est séché, il se dissout bien dans l'eau et il s'en va. Les premiers tests n'aboutissent à rien. Les inspecteurs décident d'attendre la nuit tombée pour utiliser le luminol. C'est un produit chimique qui, au contact du fer présent dans le sang, émet une lumière bleue. Nous avons vaporisé le luminol avec une petite bombe. Nous avons fini par vérifier l'entrepôt entier. La seule tache de sang présente dans cet entrepôt se trouvait dans ce coin-là. L'ADN extrait de ces taches de sang correspond à l'ADN de Denise Hubert. Une agrafeuse cloueuse est retrouvée dans l'entrepôt. Elle est à l'origine des marques sur le crâne de Denise. D'après les preuves médico-légales, les procureurs pensent que lorsque Denise est tombée en panne, Famalaro s'est arrêté pour lui proposer son aide. Que vous est-il arrivé? Je ne sais pas. Je crois que j'ai un pneu crevé. Je vais essayer de vous réparer ça. À un moment donné, il l'assomme et la ramène dans son entrepôt à quelques kilomètres de là, où il la tue. Il conserve le corps de Denise dans un congélateur acheté quelques jours après l'avoir tué. 2 ans plus tard, il vole un camion et emporte avec lui le congélateur et le corps de Denise lorsqu'il déménage à Phoenix, en Arizona. Son camion reste dans l'allée avec à l'intérieur le congélateur constamment en marche. C'est un malade, il se complaît dans ce genre de crime. John avait déjà fait preuve de violence envers certaines personnes. Mais cette violence a atteint son paroxysme en tuant. Denise n'est sans doute pas sa seule victime. Le 20 juin 1997, soit 6 ans après la disparition de Denise, John Famalaro est jugé et reconnu coupable de meurtre au premier degré. Il est condamné à la peine capitale. La défense a tenté de discréditer les preuves médico-légales tout au long du procès, et même avant. La Cour suprême de l'État a même été saisie. Nous sommes cependant parvenus à les faire valoir, et ce grâce au travail formidable de la police et des médecins légistes. Je voulais connaître la vérité, même si certaines choses étaient horribles. Je préfère tout savoir que de continuer à me poser 1000 questions. On imagine parfois des choses aussi terribles ou même pires que la réalité. Il faut vraiment procéder de cette manière. En voyant le résultat, je travaille d'autant plus dur lors de l'affaire suivante. Lorsque je suis sur le point de jeter l'éponge, je pense à Denise Hubert et à cette affaire enfin résolue. Je persévère en sachant qu'il y a une réponse. Durant le procès de John Famalaro, qui aboutit à sa condamnation à la peine de mort, quelques éléments ont été éclaircis. Afin de mettre Denise en confiance, lorsqu'elle était tombée en panne sur le bord de la route, Famalaro avait revêtu un uniforme, volé sans doute à un policier de Los Angeles. Pour compléter son déguisement, il s'était équipé d'un pistolet automatique et